Comment l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo veut-il reprendre le pouvoir avec une base politique et sociale transformée en champ de mine? C'est la question que l'on peut se poser suite aux polémiques qui sont nées après la fête de la Renaissance organisée par son parti, le PPACI, à Agboville, dans le sud ivoirien. Il a fallu quelques petites phrases pour mettre le feu à la plaine, quelques petites phrases visant son ancien lieutenant Charles Blé Goudé. On écoute. Moi, j'ai fait 8 ans dans la prison de Scheveningen et 2 ans à Bruxelles. Pendant ces 8 ans, c'est Nadi qui est assise ici qui m'a nourri. C'est elle qui me donnait l'argent chaque mois pour vivre. Parce qu'en prison, on est nourri. Mais la nourriture est tellement mauvaise que personne ne mange ça. Donc, entre nous, on se cotise. Et puis, on fait des achats. Il y en a qui disent, mais c'est moi qui faisais la cuisine pour Gbagbo. Il y en a qui disent, c'est moi qui faisais la cuisine pour Gbagbo. Mais ils ne disent pas d'où sort l'argent avec lequel la nourriture a été achetée. Et celui qui faisait même la cuisine d'abord, normalement, c'est un jeune Congolais qui s'appelait Germain Katanga. Germain Katanga. C'est lui qui nous faisait à manger. C'est quand on a libéré que celui que vous savez a pris un peu la relève. Ces propos ont fait le buzz et on en a oublié d'autres, notamment au sujet du prix du cacao déterminé par l'État en Côte d'Ivoire et qui est plus que dans d'autres pays, qui est plus bas que dans d'autres pays où le secteur est libéralisé. Gbagbo a accusé Ouattara, il a fustigé le pouvoir Ouattara, l'accusant de vouloir utiliser la manne du cacao pour gérer ses problèmes de trésorerie. Les libéraux ivoiriens font la stabilisation. C'est-à-dire qu'ils bloquent les prix pour se donner les moyens de prendre sur le kilo de cacao pour financer la dette abyssale qu'ils nous ont laissée, qu'ils vont nous laisser la petite augmentation du prix. Alors ils disent 1500 francs comme si c'était quelque chose de grand. Mais dès l'instant où plus petit que nous, faire acheter son cacao à 5000 francs, donc nous pouvons le faire aussi à 5000 francs. Laurent Gbagbo est revenu longuement sur les raisons de son inéligibilité, une condamnation pour braquage de banques évoquant la guerre économique que la France et la Banque centrale et l'État de l'Afrique de l'Ouest qui ont menée. Il a affirmé que son seul tort, c'est d'avoir nationalisé des banques françaises dont les dirigeants avaient décidé de saboter l'économie ivoirienne au moment de la guerre post-électorale de 2010-2011. S'ils veulent me reprocher quelque chose, il faut qu'ils disent Gbagbo a nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. La BCC et la Société Générale, ce sont 2 banques françaises. S'ils disent ça, c'est la vérité. Mais ils savent que les Ivoiriens vont aimer. Ils savent que les Ivoiriens vont aimer ça. Donc ils ne peuvent pas aller dire ça. Alors Salomé Laurent Gbagbo, qui a une forte culture gréco-latine et biblique, sait qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Pourquoi se laisser aller à des petites polémiques alors qu'il avait des choses plus intéressantes à dire? Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément suivi le même discours à Ah t'entendre. si, moi j'ai non, mais je peux dérouler ou Absolument. Merci.
la fête de la Renaissance à Abbeville était placée sous le thème des femmes, la promotion des femmes. Donc, avant de sortir une phrase de son contexte, j'aime bien rappeler le contexte. Le contexte était le sujet de l'éducation des filles. Pousser les filles à aller à l'école. C'est quand même incroyable en 2024 de devoir dire ça dans un pays qui se dit émergent et à 7% de croissance lent. Bref, il faut éduquer les filles, envoyer les filles à l'école. Voilà, donc ça c'est le premier sujet, c'est le début de la phrase. Ensuite, de l'éducation des filles, il y a la promotion des femmes dans la société. Et le fait qu'elles puissent accéder à des fonctions, il a rappelé comment Houphouët avait le premier nommé une femme ministre, comment lui-même avait nommé des femmes ministres. Donc ce passage est un passage sur la place des femmes dans la société. C'est ça le fond du sujet. Donc c'est un message féministe. Moi, je voudrais alors que les oreilles fragiles s'éloignent du micro, parce que je vais prononcer des gros mots. Le président Gbagbo est progressiste et effectivement, là, il a tenu un message féministe. C'est sur la promotion des femmes. À cette occasion, en effet, il prononce... il ne prononce pas justement le nom de la personne. Non, mais il prononce plusieurs... il prononce une phrase simple qui est de dire que oui, les femmes peuvent amener de l'argent dans un foyer. Ce n'est pas une honte. Oui, les femmes peuvent participer financièrement. Et d'ailleurs... voilà, il nous fait part de ça en expérience personnelle lorsqu'il était en prison. Celle qui a contribué... il a des paroles de mépris pour Charles Blé Goudé. Non, moi je les ai pas. Tout le monde a voulu les entendre comme ça. J'entends bien. J'ai entendu les polémiques. Germain Katanga, il cite. Moi j'ai entendu. Il ne cite pas Charles Blé Goudé. Je comprends. Hein, j'ai entendu les polémiques. Moi j'ai pas entendu ça comme ça. Moi j'ai entendu quelqu'un le président qui fait l'éloge des femmes et du fait que de sa femme. Bah oui, déjà, mais parce qu'il donne... Charité bien ordonnée, parce qu'il commence par un exemple concret pour dire quand vous êtes en situation d'être emprisonné et que, voilà, pour améliorer l'ordinaire, il y avait bien quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui finançait et il se trouve que c'était son épouse. Et c'est bien de rappeler ça. Moi, je pense que c'est plutôt courageux. Effectivement, dans un continent et un pays plutôt patriarcal et plutôt très conservateur sur certains sujets, de dénoncer les choses comme ça en public. J'ai trouvé ça bien. Et je pense que toutes les femmes qui étaient à la fête de la Renaissance se sont sorties, les femmes qui sont au marché, les femmes qui sont dans les champs, se sont plutôt senties valorisées par cette manière de présenter les choses. Je pense que les femmes qui ont eu de l'admiration pour le combat politique d'une grande femme politique, Simone Gbagbo, qui avait été traitée de manière assez particulière le 17 juin lors de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Non, je veux dire, parce que la question du progressisme, c'est également ça, donner aux femmes politiques, et pas à une femme qui est dans sa vie privée. Quand vous êtes en désaccord politique, vous êtes en désaccord politique. Oui, mais le désaccord politique n'empêche pas un peu de... Et alors, je voulais finir quand même sur ce sujet, puisque ça a beaucoup, effectivement, alimenté la polémique. À titre personnel, j'y ai vu un autre clin d'œil, aussi sur le côté générationnel. C'est-à-dire que parfois la modernité et justement n'est pas forcément du côté de la génération qu'on croit. Et on a dans le même temps, là c'est pas dans le discours du président Gbagbo, hein, c'est ma perception du tempo politique qui se joue. On a effectivement dans l'actualité de jeunes hommes quadras bigames, et puis par ailleurs on peut avoir un président de la République qui est d'une autre génération et pour autant qui fait la promotion des femmes. Moi c'est pouvoir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc voilà, chacun retient les leçons qu'il voudra venir. Et alors quand même, parce que c'est pas l'essentiel de son message. Absolument, on a évoqué les autres sujets, mais... Non, mais les sujets de souveraineté ont été évoqués sur tous les plans. Oui, mais... Politique, économique et financier. Donc... et on comprend bien que les forces... sur ces sujets plutôt que sur des sujets... Mais il les a développés largement. Mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Il les a développés largement. Et on comprend bien que les forces... Salomé, pour l'instant, Théo, il m'a donné la parole. C'est vrai? Voilà. Alors on te la laisse. Merci.
moi, Salomé, je l'aime comme un fou, mais heureusement que, bon, elle nous fait apprécier, elle, son commentaire, ses spéculations sur ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo, c'est la première fois depuis son retour, depuis bientôt 2 ans, 2 ou 3 ans, c'est la première fois que Laurent Gbagbo, plus de 2 ans, ça fait la première fois que Laurent Gbagbo fait un discours, à une intervention aussi fleuve, quasiment près de 2 heures de temps, où il aborde des sujets... Il aborde quasiment tous les sujets. Et on a revu Laurent Gbagbo tribun. Hein. Tribun, franchement, ouais, j'ai aimé, c'est celui qui nous a fait rêver quand nous étions lycéens. Mais, parce qu'il y a un mais. Mais il nous a encore habitués à ce à quoi il est accoutumé. C'est-à-dire, il a ce type de digression, quelquefois peut-être dans sa stratégie d'oxygéner son public, en abordant un petit sujet qui fait rire, et puis bon, on rit, on détend, on s'oxygène un peu au bout d'1 minute, et on repart sur des sujets beaucoup plus graves. Mais cette fois, ça n'a pas eu le même relent. Parce que ils sont 2 qui rient. Quand Gbagbo rit et quand il fait son récit sur la question de Charles Blé Goudé. On peut dire son nom aujourd'hui. N'ayons pas honte, ne nous gênons pas. Ne te gêne pas, Salomé, comme Laurent Gbagbo s'est gêné de ne pas dire le nom de Charles Blé Goudé. Il a cité Germain Katanga. Il a cité Nadiani Bamba. Mais pourquoi il ne cite pas Charles Blé Goudé, qui était au four et au moulin pour lui en prison? Justement, c'est ce qui pose... Gbagbo ne veut pas prononcer son nom. Il ne prononce pas son nom, c'est ce qui pose un problème. Si vous avez remarqué les images, Laurent Gbagbo rit, Nadiani Bamba rit. Le public ne rit pas. Pourtant, dans tous les partie discours... du public rit quand même. Hein. Oui, mais on sent une certaine gêne. Ouais. Je vais prendre... J'espère que tu vas garder la politesse, m'écouter. De toute façon, je l'ai fait pour toi. Voilà. Ouais. Oui. Mais moi, je me rends compte qu'en réalité, c'est vrai... Comme Salomé le dit, il s'agissait pour Laurent Gbagbo de montrer que la femme peut participer ou envoyer de l'argent dans le foyer, n'est-ce pas, pour nourrir l'homme. On a tout à fait compris le sens du sujet. Mais de la façon dont c'était énoncé, c'était, à mon sens, un peu gênant. Et puis on va aller plus loin. Ce n'est pas la première fois que Laurent Gbagbo parle de cette histoire que Nadi Bamba l'a nourri quand il était en prison. Quand il est rentré chez lui au village à Mama, c'était pareil, c'était le premier discours. Remercier ma femme, ma petite femme. C'est lui qui l'a dit. C'est pas à chaque fois qu'il a l'occasion devant un certain nombre de choses, il le dit. Et pour moi, ça répond à une seule chose. Laurent Gbagbo, quand il parle, il ne parle pas en regardant ses pieds. Quand Laurent Gbagbo parle, il parle en regardant l'horizon, en regardant l'avenir. Laurent Gbagbo aujourd'hui veut donner une place publique à Nadi Bamba. Laurent Gbagbo veut donner une place, il veut légitimer sa compagne d'aujourd'hui. À un moment, peut-être en attendant le temps qu'il la légalise, mais il veut la légitimer. Et elle aussi, il croit qu'ils sont dans ce débat, ils sont dans ce discours pour dire aujourd'hui, l'homme que je suis, debout, devant vous, qui parle, qui est en train de se battre à nouveau contre un système, contre un régime, il a pu tenir à un moment parce qu'il y avait telle dame. Parce que c'est un peu un saut de... En même temps, c'est vrai. C'est un saut de parallèle qui trace. Parce que beaucoup d'Ivoiriens disent, comment as-tu pu faire ça à Simone, la femme qui t'a accompagné dans tes moments difficiles, pendant la galère, tu t'es emprisonné. Et surtout, une femme politique, une des plus grandes femmes politiques de l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que c'est aussi facile de parler de progressisme quand on est conduit, quand on dans une forme de répudiation publique, une femme politique d'un certain niveau, et que finalement, on la switch avec une femme qui n'est pas politique. Et justement, c'est ce que Laurent Gbagbo est en train de dire. Il est en train de dire aux Ivoiriens, de la même façon, vous êtes en train de célébrer Simone en disant qu'elle m'a accompagné dans les moments difficiles. Mais il n'y a pas que ça. Jusqu'à la présidence, celle-là, elle m'a accompagné, elle m'a suivi dans la période où c'était difficile pour moi, où j'étais au creux, où j'étais en bas, où toute la planète était contre moi, même mes pères étaient contre moi. Elle était à côté de moi. C'est elle aujourd'hui qui me rend debout pendant 1 heure de temps. 37%. Il est en train de la légitimer. Là, je pense qu'on il est en train de la légitimer. Et demain, pour dire aux Ivoiriens, celle-là, elle vaut autant, sinon elle est mieux que Simone Gbagbo. Voilà pour moi la spéculation, le commentaire que je peux me permettre, comme tu t'es permis tout à l'heure de faire aussi une spéculation. Mais au-delà de tout ça, il y a un problème politique, c'est-à-dire que la gauche ivoirienne est un champ de ruines. Laurent Gbagbo a des problèmes avec Afin Guessan, il a des problèmes avec Charles Blé Goudé, il a des problèmes avec Simone Gbagbo, il a des problèmes avec... Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'union de la gauche, alors que le PDCI s'est réunifié. C'est la question que moi je me pose. Et parle même avec le RHDP. C'est la question que je me pose depuis le retour de Laurent
Gbagbo, il est dans des séquences de rupture. Rupture avec Simone Gbagbo au plan politique, au plan matrimonial. Rupture avec Charles Blé Goudé. Rupture avec Afin Guessan. Rupture avec Mamadou Koulibaly. Mais ça ne le gêne pas d'aller embrasser les bras ouverts Tidiane Tiamé, le PDCI. Je me pose la question, comme tu te poses la question, est-ce que Laurent Gbagbo veut véritablement reconstituer la gauche ivoirienne qui était par terre après le 11 avril 2011 ? Mais la gauche ivoirienne a pour vocation à apporter des solutions de développement pour le pays, un projet de société. Mais pour ça, il faut être majoritaire. La gauche ivoirienne n'a pas vocation à être autocentrée, repliée sur elle-même et à s'intéresser à qui est avec qui. Les alliances, la question des alliances se pose au moment d'une élection. Avant une élection, de quoi parle-t-on ? C'est bientôt. 37% des forces vives de ce pays vivent du cacao. Comment se fait-il qu'un pays qui produit 40% du cacao mondial est le plus bas prix de vente Borchamp? C'est la seule question qu'on doit se poser. C'est quand même un vrai... On l'aurait fait s'il n'y avait pas eu cette digression. Mais non, mais c'est de la responsabilité de tout le monde et des observateurs d'observer ce qui est dit dans ce discours. Visiblement, ça ne gêne personne. C'est le choix de la stabilité qu'a fait la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien. Ils ont choisi de faire le choix de la stabilité. Je reviens à ta question rapidement. Cher Jean-Paul, je t'ai laissé... Oui, très bien. Mais moi, je fais le choix de parler des sujets qui me semblent importants. D'accord ? Parce que ça a été tout à fait évoqué et c'était dans le cœur du sujet. Comment se fait-il qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao, j'imagine qu'ici en France, vous avez tous vu comment à Pâques, on ne parle que du chocolat, etc. Comment se fait-il que les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire ne puissent pas vivre décemment de leur production, alors que leur production régale la planète entière? C'est ça le sujet. Fois sur deux, quasiment, quand un humain mange du cacao, il mange du cacao ivoirien. Donc voilà, donc c'est ça le sujet. Et alors moi, ce qui me fait encore plus bondir, puisque c'est quand même le fond des sujets, en France où on est beaucoup sur la tradition du chocolat offert, donné aux petits-enfants, la recherche des œufs le dimanche avant l'arrivée des cloches le lundi, pour les gens qui sont catholiques et fêter la résurrection. Moi, je veux bien qu'on soit sur les évangiles. Mais il faut aller au bout des sujets. Quel est le message des évangiles ? Si ce n'est pas le partage, si ce n'est pas la fraternité. Donc, se régaler de cacao pendant que ceux qui le produisent n'en vivent pas, et n'aient pas les moyens de se soigner quand ils sont malades, n'aient pas l'électricité dans leur maison, n'aient même pas de quoi assurer la scolarité de leurs enfants, moi, c'est ça qui me révolte. Et c'est ça qui me fait m'engager en politique. Donc, je ne suis pas sur les polémiques. Moi, je trouve ça extrêmement choquant, pour ne pas dire pire, que des sujets aussi cruciaux, aussi fondamentaux, soient à dessein et avec une volonté évidente de ne pas les traiter et de ne pas en parler, balayés par de mauvaises polémiques. Donc le cacao... quand même par... Non, c'est vous qui faites la polémique. Lui lance une pique et on n'est pas obligé de reprendre toutes les piques. Là, le sujet, c'est quand même le cours du cacao, 10 000 $ au plan mondial. Ça veut dire qu'il n'y a que les spéculateurs qui vivent du cacao et pas les producteurs. Bon, comme symbole de Pâques, je trouve ça excellent. Alors, sur le cacao, je vais laisser la parole aux autres intervenants, mais bon, il se trouve que j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur le cacao. Et si on en est à cette situation, c'est également parce que la réforme de 2000, menée par le gouvernement Laurent Gbagbo, a débouché sur... menée... Son élection. En tout cas, menée par le FMI. Menée par le FMI et, disons, la réforme politique du secteur du cacao engagée sous Gbagbo a connu des moments où, finalement, les leaders de la filière étaient en prison parce qu'il y a eu des détournements de fonds. Je veux dire, il y a aussi eu des erreurs qui font que, quand Alassane Ouattara est arrivé, il a fait table rase. Et par ailleurs, ce qui est assez
assez paradoxal en Côte d'Ivoire, c'est que la gauche est pour la libéralisation et la droite, désormais, après avoir combattu la stabilisation, est pour la stabilisation. À un moment donné, c'est un peu le chaos idéologique. Sur ce, je donne la parole à Félix pour sortir du débat entre Salomé et Jean-Paul. Oui, ce que moi j'ai retenu de l'intervention quand même, c'est le fait que Laurent Gbagbo soit jusqu'à ce jour privé de ses droits électoraux. Je trouve que le procès dont il a été, pour lequel il a été condamné à 20 ans de prison était une mascarade, une véritable mascarade. On l'a condamné en son absence. On l'a condamné soi-disant pour braquage de la BCEAO. Un procès au cours duquel la BCEAO concernée n'était même pas partie civile. C'est pour dire que c'était un procès politique et que maintenant il est temps qu'on lui redonne ses droits et qu'il puisse être électeur et éligible. Après, c'est lui qui déterminera s'il a envie de se lancer dans la campagne électorale de 2025. Mais en attendant, il a dit qu'il a envie. D'accord, ok. Après, oui, il a envie, mais en attendant, il faut qu'on lui donne ses droits de citoyen et c'est une exigence démocratique. Toute autre position, toute autre action est vraiment quelque chose que je trouve indigne pour le rôle qu'il a joué dans la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Mais justement, en termes de rapport de force, si on veut peser, il faut quand même pouvoir réunir ses troupes. Et il est vrai, ce que Jean-Paul dit est vrai, depuis que Laurent Gbagbo est rentré, il n'essaye pas de réconcilier, mais il en ajoute au chaos qui a résulté, au chaos politique qui a résulté du 11 avril 2011. Il ne crée pas de grande alliance, alors qu'on voit que le PDCI s'unifie et que le PDCI parle même avec le RHDP. Il y a un problème quand même de stratégie politique qui existe. Comment arriver à ces fins si on ne fait pas l'unité derrière soi ? Mais en même temps, il me semble que le PPACI discute avec le PDCI. Mais ni avec le parti de Simone Gbagbo, ni avec celui de Charles Blé Goudé, ni avec celui d'Afin Guessan. Mais il me semble que ce temps-là arrive. On n'est pas aujourd'hui, on est dans une période, on n'est pas encore dans une campagne électorale, et il est normal, après avoir réinstallé un parti, son propre outil, le PPACI, il est normal qu'il ait déjà des temps d'échange avec le public, avec les militants, avec ceux qui veulent l'entendre, sur les constats qu'il fait. Il a été plus de 10 années en dehors de son pays. Donc il revient en faisant les constats et il retrouve, comme je viens de le dire sur le cacao, il retrouve des problématiques qui visiblement n'ont toujours pas été réglées. Donc c'est normal que dans ce temps-là, il ait déjà, lui, son message et son diagnostic et les éléments qu'il relève, les éléments à réformer dans la société et dans l'économie ivoirienne qu'il relève. Et ensuite viendra le temps, évidemment. L'union de la gauche attendra. Non, mais c'est pas du tout. C'est pas l'union de la. Mais l'union de la gauche, elle se fait sur du fond. Elle se fait sur des programmes. Elle se fait sur des constats partagés. Mais pourquoi faut-il absolument qu'il y ait l'union ? Moi, j'ai du mal à comprendre. Il revient effectivement après plusieurs années passées à la CPI. Peut-être qu'il a changé, il a envie de tracer son sillon en solitaire. Peut-être qu'il n'a pas envie forcément de s'allier à quelqu'un. Et je suis d'accord que dans un premier temps, il a besoin de s'exprimer, de présenter ses idées sans forcément s'identifier ou s'allier à quelqu'un. Il faudrait respecter ça. Moi, je trouve que c'est une expression de sa liberté personnelle en tant qu'individu, en tant que politique et en tant que l'éléphant, si je peux me permettre, qu'il est dans la politique ivoirienne. Et des fois aussi l'éléphant dans la pièce. Hein. Jean-Paul. Non, mais justement, pour revenir sur la question sur le cacao et la question du procès, moi je pense que le combat, la posture de Laurent Gbagbo, du combattant aujourd'hui, moi me plaît. Parce que moi je pense que Laurent Gbagbo se bat pour la réhabilitation, comme il a dit lui-même. Il n'a pas envie de mourir et laisser un nom sale à ses enfants. Laurent Gbagbo, voleur. Ça, là, il ne veut pas. Cette bataille, il va la faire. Et ça, c'est à saluer. Sur la question du cacao, Laurent Gbagbo n'était pas dans un choix idéologique ou un choix de dire non, libéralisation. Non. Laurent Gbagbo était dans une critique de la gestion de la manne produite par le cacao. Par la caisse de stabilisation. Par la caisse de stabilisation ou par la libéralisation. On a vu... Excuse-moi Théo, toi-même tu étais en prison parce que tu as révélé
un rapport du procureur de la République sur la question de ceux qui ont volé l'argent du cacao en Côte d'Ivoire, où on parlait de libéralisation. Ils sont allés en prison. Et c'était Laurent Gbagbo qui était le président. Mais Voilà. c'était pas de son fait, quand même. Non, Non. mais en tout Ah, cas, voilà. de sa En tout cas, responsabilité voilà. Non, mais il faut le politique. dire. De sa responsabilité politique. Oui, mais le fait qu'ils prennent des décisions et que des gens volent derrière, c'est pas de son fait, Sous la quand même. libéralisation, il y a eu des gens qui ont volé, qui ont pillé l'argent du cacao en Côte Oui, d'Ivoire. oui, De la oui, même on s'en façon, souvient de ça. ils reprochent à Alassane Ouattara de pouvoir prendre cet argent lié à la stabilisation qu'on met de côté pour garantir un bon prix du cacao au bord champ, que ce fait-là soit pillé par les dirigeants de la filière ou voilà, ceux qui dirigent. Ce que Laurent Gbagbo reproche aux gens aujourd'hui, là, c'est ce que je suis en train de rappeler, ça a existé sous la forme de la libéralisation. Donc Laurent Gbagbo ne critique pas le schéma de gestion de la filière cacao, mais Laurent Gbagbo critique la façon dont l'argent est géré. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je vais revenir sur des questions où tu parles de polémique. Qui crée la polémique ? Qui a demandé à Laurent Gbagbo de parler de cette histoire que Il savait très bien ce que qu'il Charles faisait. Blé Goudé avait déjà raconté depuis l'été dernier, depuis août 2023, lors d'une interview accordée à Konsi Eka. Charles Blé Goudé a dit oui à la prison quand il est arrivé. C'est Germain Katanga qui s'occupait du président Laurent Gbagbo. Quand il est arrivé, il dit désormais c'est moi qui m'en occupe. Et ces repas étaient financés par le président Laurent Gbagbo et Jean-Pierre Bemba. Blé Goudé a déjà dit ça. Le but maintenant de Laurent Gbagbo de venir dire ça en voulant valoriser, si me permet l'expression, voulant valoriser sa compagne ou Et sa femme dévaloriser son ancien. et dénigrer son ancien compagnon, son ancien lutte. co-détenu, c'est ce que les Ivoiriens ou certains Ivoiriens ont trouvé nauséeux, c'est tout. Sinon, pour le reste, nous sommes tout à fait d'accord. J'ai apprécié ce discours. Laurent Gbagbo est virevoltant, il est flamboyant. Mais, et pour revenir sur la suite, au-delà du combat pour sa réhabilitation personnelle, parce qu'il ne veut pas quitter ce monde en ayant ce sale nom de il a volé l'argent de la BCAO, et ce combat pour retourner ou pour ramener la gauche au pouvoir. Moi, je pense qu'il y a un grand fossé que Laurent Gbagbo devrait régler. Laurent Gbagbo devrait pouvoir, en parlant de réconciliation en Côte d'Ivoire, en parlant de cohésion nationale, en parlant de... Parce que ça a été fait il y a quelque temps. Le 11 avril 2024, ils se sont retrouvés pour trouver la date, pour choisir la date de la convention du PPACI, au fait de choisir définitivement, ou bien selon les tests, leur candidat. Laurent Gbagbo a dit la date du 11, la date du 11 avril doit être un nouveau départ. On n'en parle plus, on ne commémore plus ça comme quoi que ce soit. On passe à une nouvelle étape. Mais quand on veut passer à une nouvelle étape là, au sein de sa propre famille, qui est la famille de gauche, qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression que Laurent Gbagbo a des comptes à régler avec ses anciens compagnons avant sa chute. On a l'impression qu'il veut régler des comptes avec un certain nombre de personnes. C'est ça la... Salomé dans la grande politique, toi tu es dans la politique Voilà, politicienne. Moi, je suis pas dans la C'est ça, politique politicienne, moi, je suis dans l'observation de la vie publique. Non, d'accord. Moi, je suis dans l'observation de la vie publique. Non, mais je comprends que ça passionne les gens. Moi, j'essaie juste modestement de ramener aux soucis qui préoccupent les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui n'ont pas suffisamment. Il a parlé de la vie chère. Et sur le problème de la BCAO, bien sûr qu'il y a sa réhabilitation personnelle. On l'avait déjà évoqué sur ce plateau, ce procès est nul et de nul effet dans sa fabrication même. Et vous m'aviez d'ailleurs répondu, c'est politique, c'est pas judiciaire. Bon, voilà, donc tout est dit. En même temps, il faut mener la bataille. Mais la bataille, pourquoi on la mène? C'est non seulement pour la réputation du président Gbagbo, mais c'est surtout pour la démocratie ivoirienne. C'est ça le fond du sujet. Et l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire. Et la ce qui s'est passé entre décembre 2010 et avril 2011 devrait être connu par les générations suivantes. Et dire pourquoi et comment on en arrive, lorsqu'on est président en charge de gouverner le pays, à nationaliser 2 banques françaises. C'est ça le fond du sujet. Et donc, ce qui nous choque tous, que ce soit en Côte d'Ivoire en premier lieu, puisqu'on a tous eu, enfin moi en tous les cas, j'ai eu mes parents qui se réveillent un matin sans avoir plus accès à leur compte bancaire, c'est-à-dire à leur propre argent dans des banques commerciales françaises. Comment une banque commerciale française peut, parce qu'il y a une situation politique ou électorale, décider qu'elle coupe l'accès
à tous ses clients, elle coupe l'accès aux comptes et à leur propre argent. Des centaines de C'est milliers de comptes. comment c'est possible? Comment c'est possible au 21e siècle? Donc c'est ça les vrais sujets. C'est ça les vrais sujets. Comment un État Et, peut décider de bloquer un État extérieur, de donner l'ordre à ses banques commerciales de bloquer la diffusion, le transfert, le virement des salaires des fonctionnaires d'un État tiers. Enfin, c'est ça les choses invraisemblables. Et donc moi, les polémiques, elles sont plutôt totalement en dessous de la main par rapport à ces vrais sujets. Donc il faut traiter ces sujets-là. Ces sujets qui sont vieux de près de 13 ans, ce sujet dont tu parles. Mais c'est aujourd'hui qu'on lui reproche son braquage de la BCAO. Et c'est aujourd'hui que ce problème de vieux de 13 ans l'empêche de compétir dans le débat démocratique ivoirien. Donc c'est pas dépassé puisqu'on est en plein dedans. Aujourd'hui, c'est ce qui fait obstacle. Merci à vous. Merci Fabrice, Félix, Jean-Paul et Salomé. Et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau balayage de l'actualité africaine. Merci.